Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, la proportion de femmes pilotes dans le monde s'élevait à 3% en 2018. Un chiffre significativement bas, et j'avais donc à cœur d'avoir comme invitée une femme pilote de ligne sur le podcast. Il s'agit de Tiffaine, qui nous a partagé dans ce nouvel épisode son parcours, ses études, son goût pour l'aéronautique et ses premiers pas en tant que pilote de ligne. Très bonne écoute. Bonjour Tiffaine. Bonjour Amélie. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Vous faites partie des rares femmes pilotes de ligne, donc je suis ravie de vous avoir sur le podcast pour parler de votre métier et de votre expérience. Pour commencer notre conversation, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Déjà, merci beaucoup Amélie pour l'invitation. Donc je m'appelle Tiffaine, j'ai 28 ans et je suis pilote de ligne depuis 3 ans à peu près. Et voilà, instructrice de vol aussi depuis 4 ans. Et donc comment s'est déclaré votre goût pour les avions, pour l'aéronautique ? Très jeune, c'était toujours été très intéressée par l'aéronautique, par tout ce qui était maritime aussi. Voilà, c'était les avions et les bateaux, j'étais pas très terrestre. Au fur et à mesure de mes études, ça s'est plutôt orienté vers l'aéronautique. Et puis est venu le moment du bac, de choisir ses études. Et puis aéronautique, qu'est-ce que je pourrais faire? Et on m'a plus ou moins naturellement conseillé vers ingénieur aéronautique. Bon, d'accord. Donc je suis partie là-dedans. Je m'étais inscrite en fac de maths. Ça s'était pas très très bien passé. Je me sentais pas très à l'aise. Et c'était au bout de la 3e année où je me suis dit qu'il était temps de changer de voie et d'essayer peut-être autre chose. Alors je voulais vraiment rester dans l'aéronautique. Ça s'est fait un petit peu par hasard sur un coup de tête. Tiens, pourquoi tu ferais pas pilote d'avion? Ah, pilote pour des femmes? Bon, oui, pourquoi pas. Et c'est là où je suis allée dans un petit aéroclub en région parisienne, que j'ai fait mon premier vol et que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et après, je me suis lancée un petit peu sur un gros coup de cœur. Et voilà, et au fur et à mesure des études en aéronautique, dans le pilotage, etc., c'était toujours une excitation intense, extrême. Et il y a vraiment une grande joie d'avoir d'avoir un peu bifurqué dans mes études pour faire du pilotage d'avion. Et à chaque fois que je monte dans un avion, c'est best decision ever. Et donc au départ, vous avez commencé, vous venez de le dire, par une fac de maths. Pourquoi vous avez fait ce choix si dès le départ vous aviez ce goût justement pour les avions, pour l'aéronautique ? Parce que j'ai pas un environnement aéronautique, personne dans ma famille ne fait de l'aéronautique. Je suis un peu l'ovni de la famille. Et c'est vrai que j'ai grandi à Paris même. Et je fais pas partie de ces personnes qui habitent en dessous d'un aéroport et qui voient les avions décoller tous les jours. Du coup, c'était vraiment pas du tout. Ouais, c'était vraiment pas du tout naturel pour moi de me dire tiens, oui, pourquoi pas, pilote d'avion. Voilà, c'était pas déclaré très vite. Et du coup, quel a été le déclic particulier après ces 3 années d'étudier les mathématiques pour se dire ça y est, maintenant je change de voie, c'est ça que je veux faire ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que ça a été une expérience particulière ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ? C'était, je pense, de la lassitude sur le long terme. On me traînait à la bibliothèque pour aller réviser. Et puis, je voyais que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Il fallait vraiment que je trouve une voie dans laquelle je puisse vraiment m'épanouir et où je puisse quitter des bureaux et faire des mathématiques sur du papier. C'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Et voilà, c'est en regardant un petit peu à droite à gauche que j'ai découvert, tiens, pourquoi pas le pilotage. C'est vraiment pas une évidence au début, parce que je m'étais dit, mais ça existe les femmes pilotes. Bon, j'en voyais un petit peu de temps en temps, je prenais régulièrement l'avion, mais il y en avait peut-être une sur 100 vols qui était une femme. C'était pas du tout, j'avais aucun modèle et voilà, c'était vraiment pas évident quoi.
Quand ce projet s'est déclaré et matérialisé, ensuite, quelles sont les études que vous avez suivies principalement pour du coup devenir pilote? Alors les études, il y en a plusieurs, il y a plusieurs, filières. Il y a la filière, militaire, auquel je voulais pas du tout participer parce que c'est pas voilà, c'était pas, dans mes intentions. Il y avait la filière, ENAC, qui est l'École nationale d'aviation civile, qui est, accessible après des années en prépa ou un cursus équivalent en fac, que j'avais. Donc j'ai tenté, ce concours-là, que j'ai raté. Et du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, si j'ai pas les moyens de passer par cette voie-là, il faut que je trouve une autre solution». Et il y a effectivement plein d'écoles, privées en France, partout en Europe aussi, mais je voulais rester vraiment en France, pour faire mes études et voilà, j'ai trouvé une petite école, à Perpignan, qui s'appelle Aéro-Pyrénées et j'ai fait ma formation en 15 mois à peu près. Et donc du coup, ça s'est passé comment ces études? J'imagine que est-ce que vous étiez finalement la seule femme dans votre promo? Alors non, on était 3. 3 sur une promo de, 18 personnes, il me semble. Je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble. Donc non, c'était vraiment pas beaucoup et la première chose que la responsable administrative m'avait vue en arrivant, c'est: «Ah bonjour Tiphaine, oui, comment ça vous me connaissez? Ah bah, il y a pas beaucoup de filles ici, on les repère vite. Ah d'accord!» C'est un bon moyen de rentrer dans le milieu et donc la formation, comment elle se passe, c'est d'abord on a une partie théorique, donc le théorique pilote de ligne qui est un examen, voilà, qui est réglementé par, l'agence d'aéronautique, en l'occurrence en France, qui est supervisée par la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Et c'est une grosse partie théorique qu'on fait en école en 9 mois, avec des matières, météorologie, navigation, instrumentation, un peu de tout, vraiment théorique pilote de ligne. Et ensuite, à la suite de quoi, on commence les vols. Et après, c'est très graduel. On vous apprend les bases du pilotage, puis de manière beaucoup plus précise et professionnelle. Ensuite, on passe au pilotage aux instruments, au vol au bimoteur, au travail en équipage. Et à la fin de, en moyenne, 2 ans, on arrive avec toutes les licences et qualifications pour entrer en compagnie. Et donc à l'issue de ces 2 ans, donc vous êtes diplômée. Comment ça se passe ensuite pour trouver votre, 1er emploi, auprès d'une compagnie aérienne? Ça dépend de beaucoup de choses. C'est une énorme question d'opportunité. Savoir saisir l'opportunité qui se présente, savoir travailler des sélections, parce que voilà, toutes les embauches en compagnie passent par des sélections. Donc il faut poster des CV en ligne, des lettres de motivation. Si on a un profil intéressant, on est appelé en sélection, on est en concurrence avec une vingtaine, une trentaine d'autres personnes, on passe des tests écrits, des entretiens. Voilà, il y a tout plein de tests. Et rien que le fait d'être appelé en sélection, c'est déjà un moment très, très, pas très dur, mais c'est quand même assez compliqué d'avoir cet entretien. Donc ça passe beaucoup par des annonces en ligne, des bouche à oreille. Tiens, il y a cette compagnie qui recrute, tu peux aller voir sur leur site. Il y a tout plein de moyens. Et moi, en l'occurrence, c'était un commandant de bord qui prenait un café dans l'école où j'étais instructrice et qui me disait que la compagnie dans laquelle il volait recrutait des copilotes, même sans expérience. Et voilà, et j'ai envoyé mon CV, ils m'ont appelé, j'ai passé la sélection et ça a été un oui. Et selon les compagnies aériennes, et donc j'imagine bien évidemment que leurs processus de sélection sont tous différents, mais est-ce qu'il y a des compagnies qui sont plus ou moins ouvertes à intégrer des jeunes diplômés justement dans leurs effectifs? Ça dépend, encore une fois. Après oui, bien sûr, il y a plein de compagnies qui sont en expansion monstre, qui ont, un énorme ce qu'on appelle un turnover et des compagnies type, EasyJet, Ryanair, Wizz Air sont extrêmement enclines à prendre de nouvelles personnes, même sans expérience. Après, des compagnies comme, Air France, par exemple, prennent aussi ce qu'on appelle les cadets, qui passent aussi un certain type de sélection, même lorsqu'ils n'ont pas d'expérience. Et ensuite, donc, quand on a donc ces sélections, donc vous disiez il y a un ensemble de tests, c'est aussi bien des tests pratiques et entre guillemets théoriques.
Alors c'est surtout théorique, parce que des tests pratiques, en fait, vont dépendre de la partie théorique. Partie théorique, ça va être voilà, des tests sur des systèmes avions, sur de la réglementation, soit des choses assez générales en aéronautique, soit assez précises en fonction de si on a une spécialisation dans un type de machine ou pas. Et une fois que cette partie théorique est passée, qu'on a passé aussi toute une série de tests psychotechniques, psychologiques, etc., si on est apte, on peut éventuellement passer dans ce qu'on appelle un simulateur pour évaluer notre aptitude au pilotage. Donc ça, voilà, ça va être la partie pratique. Et donc une fois, donc j'imagine que ça dure combien de temps à peu près? Enfin pour vous, ça a duré combien de temps ces phases de sélection? La partie théorique se déroule sur une journée ou une après-midi, et la partie pratique, notamment du simulateur, se déroule sur entre 2 heures et 1 heure à peu près. Donc ça va très vite, il faut faire une bonne impression de suite. Et une fois que vous avez été sélectionné, donc vous disiez vous rentrez en tant que statut pilote de ligne cadet. C'est comment la première étape dans votre carrière? La première étape, donc on est recruté en tant que first officer. C'est l'officier pilote de ligne qui est du coup le second dans la hiérarchie d'un avion, juste derrière le commandant de bord. Donc on est recruté en tant que tel. Après, bon, il y a des spécificités, il y a des compagnies qui détaillent ces catégories de copilotes en second officer, first officer, senior first officer. Bon, voilà, après c'est leur manière d'échelonner, notamment au niveau des payes, mais on reste avec le même type de responsabilité. Et après, donc vous êtes devenu donc first officer. Oui. Et ensuite, comment ça se passe? Parce que donc vous êtes jeune diplômé, même si voilà vous avez été recruté, c'est votre premier emploi, mais comment ça se passe ensuite est-ce que vous tout de suite vous volez? Est-ce qu'il y a un temps de formation? Enfin, comment ça se passe concrètement ces premiers pas en tant que first officer? Alors, il y a plusieurs cas, mais voilà, si je prends mon cas de ma toute première compagnie, donc j'ai passé ces sélections, j'ai été recrutée, on m'a dit bon bah parfait, c'était en décembre, super, vous avez été sélectionné, on vous rappelle pour passer la QT. La QT, c'est la qualification de type, donc c'est la formation supplémentaire qu'on va avoir pour nous spécialiser sur une machine. Donc là, en l'occurrence, c'est pour voler sur de l'Airbus A320. Et j'ai attendu qu'un stage se libère. Et j'ai commencé cette formation supplémentaire en 6 semaines dans un centre à Toulouse vers février. Donc voilà, il y a un petit temps de latence quand même. Et au bout de ces 6 semaines, on nous apprend tout ce qu'il faut savoir sur l'Airbus, les systèmes, le pilotage, on a des séances de simulateur, on a un test à la fin. Et l'épreuve finale consiste à faire des tours de piste, donc c'est des décollages et atterrissages successifs déjà pour prendre l'avion en main. Et une fois que tout ça c'est fait, on passe de nouveau au simulateur pour bien remettre les choses à zéro, faire un point sur nos aptitudes aux procédures normales et anormales de la compagnie. Une fois qu'on a passé 3-4 simulateurs, c'est les vols. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est nos premiers vols en compagnie avec des passagers. On vole bien évidemment toujours avec un instructeur, un commandant de bord instructeur, qui va être là pour nous faire de l'instruction. On est censé connaître la machine, donc c'est vraiment pas dangereux pour quiconque, mais c'est nous apprendre à gérer une opération commerciale. Voilà, à accueillir les passagers, à faire des annonces, à être le plus efficace possible pour demander des raccourcis sur les routes, avoir une descente plus douce pour ne pas brusquer la cabine derrière. Voilà, c'est tout un enchaînement de petites choses, de petites astuces qui fait que on essaye d'améliorer la vie de nos passagers. Et tout ça prend du temps. Ça dépend des compagnies, ça dépend de la fréquence des vols, mais c'est entre 3, 4, 5, 6 mois d'entraînement jusqu'à un test où là, c'est un vol normal, standard, avec un examinateur
derrière nous sur le jump seat, c'est la troisième place du cockpit, et qui va évaluer si on est apte à voler avec un commandant de bord standard, qui ne sera plus instructeur. Et donc, de ce que je comprends, c'est que pendant ces premiers mois où vous arrivez dans la compagnie, il y a un ensemble de tests. Comment ça se passe si pour une personne, elle échoue ces différents tests? Ça veut dire qu'elle est radiée, elle est renvoyée? Ça va dépendre des compagnies encore. Je pense que la plupart maintenant ont une politique plus souple, c'est-à-dire que ça va dépendre du type d'échec. Si la personne a besoin de juste un petit peu de réentraînement, d'un ou deux simulateurs de plus, un simulateur, faut compter 4 heures, 3-4 heures. Donc, voilà, si on rajoute un ou deux simulateurs, bon bah, on essaye de voir si on arrive à corriger le problème et ensuite on avise. Après, évidemment, si la personne n'est vraiment pas apte et que le réentraînement ne se passe pas bien, dans ce cas, on peut éventuellement imaginer voilà, de ne pas continuer dans cette compagnie. Et si je reviens un petit peu en arrière, au moment de vos études, donc vous disiez qu'il y avait tout un aspect théorique, mais ensuite, des aspects pratiques où là, vous avez commencé les vols. C'était avec quel type d'appareil que vous aviez, appris? Au début, on commence sur des toutes petites machines et en l'occurrence, j'ai volé sur du Piper. Donc c'est un petit avion, à 4 places qui est, parfait pour apprendre. Avion école, c'est très simple mais redoutable en enseignement et voilà. Au début, on commence sur des petites machines. Au fur et à mesure, la machine se complexifie et pour finir ensuite sur du bimoteur. Mais voilà, ça reste quand même des petits gabarits entre 2 et 4 places. Donc ça veut dire que là, vous montez entre guillemets en gamme à partir du moment où vous faites les premiers pas dans la compagnie aérienne. À partir du moment où on rentre en compagnie aérienne, on est qualifié sur un type de machine, que ce soit ATR, Boeing, Airbus, n'importe, et on reste qualifié sur cette machine en ayant voilà, que le droit d'opérer sur cette machine-là. Et donc là, la machine dont vous faites référence, c'est là où vous avez passé votre test après avoir été embauché en tant que first officer. C'est ça, oui, c'est 6 semaines de formation en plus de notre formation de pilote de ligne qui vont nous spécialiser sur cette machine-là. Donc moi sur l'Airbus par exemple, pour que ensuite voilà, je puisse opérer dans ma compagnie sur de l'Airbus. Donc là, finalement, c'est vraiment en fonction de la compagnie qu'on apprend sur un type d'avion ou un Oui, type d'appareil. exactement, oui. Après, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle une QT sèche. Ça veut dire qu'ils vont venir se former de manière indépendante, qui vont aller voir Airbus ou Boeing en leur disant, voilà, j'aimerais bien payer pour avoir une qualification. Qui ont cette qualification et vont dire aux compagnies, regardez, j'ai la qualif, est-ce que je peux bosser chez vous et essayer de faciliter l'embauche. Et là, vous avez parlé donc que vous arrivez en tant que first officer. Donc selon les compagnies, j'ai bien compris qu'il peut y avoir encore différents grades pour encore segmenter un peu plus entre first officer, second officer. Ouais. Et ensuite, pendant combien de temps on reste copilote? C'est encore au bon vouloir de la compagnie qui va avoir ses propres critères. Par exemple, dans une compagnie, elle va nous demander 3000 heures sur Airbus, par exemple, avant de pouvoir postuler en tant que commandant de bord. Une autre compagnie, ça va être 7000 heures. Voilà, les critères changent à chaque fois. C'est vraiment en fonction de la compagnie. Et ensuite, c'est un process qui peut durer des années, ce qui peut durer 10, 15 ans dans certaines compagnies, ou peut être très rapide. En 3 ans, on peut être commandant de bord dans d'autres compagnies plus jeunes, plus dynamiques et dont le turnover est plus important. D'accord, donc en fait, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont définis par chaque compagnie, Oui, là ensuite, il faut à nouveau postuler, c'est à nouveau un nouveau process qui se met en place pour devenir commandant de bord. c'est ça. C'est un nouveau process de sélection encore où on va postuler. La compagnie va regarder un peu notre historique, savoir si on n'a pas fait trop de bêtises en vol, savoir si on a eu un comportement exemplaire, et ensuite va estimer ou non notre capacité à être
à assumer ses fonctions de commandant de bord et va nous faire passer des entretiens. Et une fois que ces entretiens sont réussis, là, c'est le stage commandant de bord qui s'enclenche. Et c'est toute une nouvelle manière de percevoir les choses dans un cockpit. D'accord, donc là, c'est à nouveau des formations, c'est à nouveau, c'est ça? Quand C'est vous à dites nouveau c'est des un... formations. Mais en aéronautique, on n'arrête jamais de se former. Ouais. On a des simulateurs tous les 6 mois pour vérifier nos connaissances dans les procédures anormales surtout. On a du médical, une visite médicale tous les ans. C'est assez contraignant dans cet aspect-là où voilà, on est sans cesse mis à l'épreuve et sans cesse testé, retesté et retesté. Et ensuite, une autre question sur... donc là, on a bien compris la différence entre finalement le commandant de bord et le copilote avec tous ces différents grades, les différents avions aussi qui vont dépendre des compagnies. Après, la différence entre les vols moyens courriers ou les vols long courriers, est-ce que ça, c'est un choix que vous faites ou c'est aussi en fonction de l'expérience de la personne que ça va se déterminer? Alors, ça va encore dépendre des compagnies. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais de manière générale, si on prend l'exemple d'Air France, qui a une structure qui s'y prête, c'est une évolution où on commence copilote sur court et moyen courrier, puis copilote long courrier, ensuite le passage commandant de bord sur court et moyen courrier, et enfin commandant de bord long courrier. Donc on retrouve cette pyramide d'expérience. Mais on a également d'autres compagnies aériennes spécialisées en long courrier, par exemple, et qui embauchent des pilotes sortis d'école. Donc l'expérience s'acquiert à ce moment-là. Et inversement, ça dépend des opportunités qui se présentent. Donc pour avoir fait ces deux types d'exploitation, on peut dire que c'est deux spécialités différentes dans un même métier. Et pour vous, du coup, ça se passe comment? C'est quel type justement de courrier que vous faites? Alors j'ai fait du long courrier avec ma première compagnie, parce qu'on était basé en Islande, donc bon déjà rien que d'aller à la plus proche destination, c'était 3 heures, mais donc on allait aussi un petit peu plus loin. Ensuite, là actuellement, je fais du moyen courrier. D'accord. Et donc, est-ce que vous, si vous avez fait les deux, alors j'imagine, à part la longueur, bien évidemment, mais les principales différences entre, justement, quand on est sur un long courrier ou un courrier, au contraire, qui est plus court? La première que je retiens, c'est la fatigue. C'est pas du tout la même fatigue. Au niveau du long courrier, c'est les décalages horaires, c'est souvent des vols de nuit, on a des horaires qui sont complètement décalés et faut faire avec, mais on passe beaucoup de notre journée à dormir et la nuit à voler. Et après, ce qui concerne le court courrier, c'est des réveils très tôt le matin, c'est des journées de 10-11 heures, mais qui commencent à 3 heures du matin. Donc après, on a toute une après-midi de libre. Et ensuite, on recommence ça pendant 4-5 jours pour ensuite avoir un repos sur 2-3 jours. Donc c'est beaucoup plus intense et c'est une autre fatigue plus journalière et voilà, moins sur du long terme. Quand vous êtes en court courrier, vous enchaînez pendant une journée les vols. Oui, 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 oui. Et quand on est en long courrier, parce que du coup, on imagine des vols qui durent une dizaine d'heures, comment vous organisez le sommeil? Alors, il y a une réglementation pour tout ce qui est repos en vol. Déjà, pour tous les vols entre 12 et 13 heures, tous ces vols inférieurs, là, donc des vols de 10 heures, c'est à deux pilotes. Après, certaines compagnies vont être sur le côté plus safe et vont mettre un troisième pilote, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc, tous les vols que j'ai fait, moi, c'était à deux pilotes, moi et le commandant de bord. Et ensuite, au niveau des repos, on essaye quand même de faire une bonne grosse sieste avant de partir en vol. Mais ensuite, on est capable d'avoir des repos maîtrisés. Donc, c'est-à-dire on peut s'endormir pendant une vingtaine de minutes en briefant, bien sûr. Il y a toute une procédure, il faut bien briefer l'autre parce qu'on a des tâches séparées. Comme ça, l'autre personnel navigant a toutes les fonctions dans l'avion. Et ensuite, on peut s'endormir pendant une vingtaine de minutes. Il y a une phase de réveil d'une dizaine de minutes et ensuite voilà, on peut échanger si l'autre ressent le besoin de dormir, etc. Donc c'est du controlled rest et qui est noté dans notre documentation et qui nous donne un petit peu le cadre de ce repos contrôlé. Là, vous disiez que vous êtes du coup en moyen courrier.
Comment ça se passe du coup votre emploi du temps? Est-ce que c'est fixe? Enfin, comment est-ce que vous pouvez me raconter un peu un mois type un pilote de ligne? Alors, un mois type, faut savoir d'un mois à l'autre, c'est complètement différent. On n'a jamais un mois qui se ressemble. On a toujours un planning qui est édité, bah, là, par exemple, le 18 du mois pour le mois d'après. Donc on sait, tous les 18 du mois ce qu'on va faire, les vols qu'on va opérer, le mois suivant. Donc on n'a pas une grosse visibilité sur, ce qu'on va faire comme vol dans 6 mois. Mais voilà, on bosse, mois par mois et ensuite, c'est un joli mix entre nos jours, on, les jours où on va travailler, et nos jours off. Donc suivant les conventions, on va avoir des blocs de 4, 3, 2 jours d'affilée de repos. Et le reste va être comblé par du travail. Donc grosso modo, c'est environ entre 15 et 18 jours de travail. Et on a au minimum, je crois, 9 jours de repos par mois. Donc après, voilà, ça dépend en fonction de la longueur des mois, comment ça s'organise. Mais voilà. Sinon, une semaine type, on va dire que on va commencer un samedi, sinon c'est pas drôle. Donc un samedi à 3 heures du matin où il faut se lever pour être à l'aéroport à 5 heures pour un décollage à 6 heures. On va enchaîner sur un Genève-Orly, puis le retour sur Genève et repartir sur Nice par exemple et revenir ensuite à Genève et on a fini la journée. Mais ça nous a pris 45 minutes par vol, sachant qu'on a une demi-heure entre chaque vol pour décharger les passagers, recharger les passagers, les bagages, etc., faire le plein, remplir la documentation, tout ça et repartir. Et ça nous aura pris entre 6 et 7 heures dans la journée et on rentre... Et on rentre à la maison avec toute l'après-midi de libre. Et le lendemain matin, le dimanche matin, rebelote, avec par contre un aller-retour à Porto et un aller-retour vers Bari aussi dans la même journée. Et rebelote, on revient à la maison, on est libre l'après-midi. Les lundis matins, on recommence. Et voilà, ça sur 4 jours. Puis ensuite, suivi de 2 ou 3 jours de repos. Et ensuite, on recommence. Donc voilà, c'est assez intense. Vous venez de parler de documentation, c'est-à-dire qu'après chaque vol, il y a un ensemble de documents que vous devez compléter? Oui, il y a tout ce qui est masse et centrage. On sait exactement comment sont placés nos passagers pour qu'on puisse établir un devis de masse et centrage, savoir où sont placés les bagages et exactement pour voilà, calculer nos performances avion. Ça, c'est primordial pour nous. Mais ensuite, il y a tout ce qui est toutes les actions de maintenance. Il faut savoir qu'avant chaque vol, un des 2 pilotes descend et va faire le tour de l'avion pour vérifier son bon état. Et ensuite, on remonte, on remplit la documentation en disant que voilà, on a détecté tel défaut, mais qui sont dans les limitations, ou alors on a détecté aucun défaut, ou alors on a détecté un défaut qui a besoin de maintenance, auquel cas on appelle la mécanique qui vient, qui regarde, qui répare, etc. Et voilà, c'est plein d'actions de documentation à faire avant chaque vol. Ouais, donc c'est avant, c'est pas après, d'accord. Il y a aussi après, si jamais on a eu une malfonction en vol et qu'on a besoin de la mécanique au sol pour, euh, pour s'en occuper. Mais en général, les passagers ont déjà débarqué et voilà. Ça n'impacte pas l'opérabilité du vol. Et vous avez aussi parlé donc dans un mois type ou une semaine type que du coup vous avez différentes destinations. Est-ce que ça finalement, donc ça reste un vol d'une même durée, mais est-ce que le fait de changer de destination, vous en tant que pilote, ça a un impact? Par exemple, que ça peut avoir un effet sur la façon des actions à mener ou... Bah, disons que c'est plus intéressant si on change de... Enfin, c'est un avis personnel après, mais je trouve ça plus intéressant de changer de destination plutôt que de tout le temps faire le même vol qui doit être un peu rébarbatif à la fin.
Bon, je sens qu'il y a aussi, si c'est toujours le même vol, il y a un train-train qui s'installe et j'ai vraiment un peu peur de cette, baisse de vigilance qui fait que: «Ah oui, mais de toute façon, on a toujours cette piste-là, on a toujours ci, on a toujours ça sur ce terrain-là» et on va être, beaucoup plus négligent. Donc c'est vrai que le fait de changer, c'est super intéressant. Ça nous oblige à aller, revoir les cartes, bien préparer notre vol. «Ah oui, tiens, il y avait cette piste qui était là, fermée la semaine dernière, mais elle est rouverte, ah d'accord, voilà, bon, je trouve que c'est plus intéressant de voir, plusieurs terrains que de faire toujours la même chose. Mais après bon, une fois qu'on a passé 17 ans en compagnie, par exemple, je pense qu'on a on connaît un petit peu, tous les terrains de la boîte et on revient dans le même schéma, quoi. Et là, vous veniez de dire que tous les mois, vous avez le planning pour le mois qui suit. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'en fonction des destinations, si c'est une destination que vous connaissez pas, ou même d'ailleurs peut-être que même si vous la connaissez, il faut à chaque fois un temps de préparation de vol, c'est ça? Oui, on a toujours, 1 heure avant le vol en lui-même, un temps de préparation où on va checker, la météo, les NOTAM, c'est des notice to airmain, c'est toutes les informations qu'on a besoin de savoir sur un terrain, s'il est ouvert, s'il est fermé, si on a les services de sécurité, de pompiers, savoir si une piste est fermée, si un taxiway est en travaux et cetera. Enfin, bon, toutes plein d'informations sur le terrain où on va aller. Mais après, voilà, c'est aussi nous, notre responsabilité de venir, regarder les cartes en amont. Ce vol-là, ça fait aller, beaucoup plus de 2 semaines, on va dire, que je sais que je vais faire ce vol. Donc j'ai le temps chez moi d'aller, réviser mes cartes et de voir, les spécificités, de chaque terrain. Si on nous dit par exemple: «Ah oui, rouler, Bravo». Bon, bah, alors ça veut dire que dans ce terrain-là spécialement, ça veut dire qu'il faut que j'emprunte tel et tel taxiway, tel cheminement pour pas, arriver sur le fait accompli dans l'avion. On s'est posé, on va aller au parking et puis finalement: «Quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit?» Donc voilà, il y a une préparation en amont qu'on effectue, à chaque fois, que ce soit un terrain, connu ou pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur la partie, je dirais d'abord technique? Vous avez parlé par exemple qu'il y a un moment donné, quand vous faisiez ces tests, quand vous avez rejoint la compagnie, à la fin, vous allez faire un ensemble de décollage et d'atterrissage. Quel est le plus difficile? J'ai pas trouvé que c'était, spécialement difficile. Après c'est, la résilience plutôt, de travailler, continuer à travailler, sur le long terme, de jamais prendre ses connaissances pour acquis, de toujours, voilà, remettre en cause, ce qu'on nous dit: «Tiens, oui, regarde, c'est comme ça qu'on fait et pas comme ça. Ah bon, tu es sûr?» Et on va aller chercher dans la documentation. C'est plutôt cet aspect-là qui est, c'est une mécanique à avoir qui au début était pas évidente, mais après voilà, c'était, tout le reste est, je dirais pas simple, mais extrêmement faisable à partir du moment où on travaille. Et l'aéronautique, c'est vrai que c'est un métier de passion et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, le fait de travailler constamment, tout le temps, c'est impossible. C'est toujours, très, voilà, très agréable de se replonger dans les livres et de continuer à bosser, de pas rester sur ses acquis. Et justement sur ce sujet, donc vous l'avez dit, il y a tout le temps des formations qui vous sont proposées. Du coup, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire que là, vous nous avez parlé d'un mois type avec une alternance entre repos et puis vol. Comment les formations sont intégrées du coup dans votre emploi du temps? Alors, chaque compagnie est différente bien évidemment, mais c'est elle qui va nous prévoir tous les 6 mois le SIMU ou les SIMU qu'on a besoin pour, maintenir nos connaissances à jour et tester nos procédures normales et anormales. Donc c'est elle qui s'en occupe. Pour tout ce qui est, connaissances théoriques, souvent on a ce qu'on appelle du e-learning. Donc on a une plateforme, internet où on a, toute une série de questions qu'on doit faire, voilà, entre janvier et avril par exemple. Là on avait, un test, de 50 questions à faire, assez ardu, donc il fallait se replonger dans les livres pour finir le test. Et ça, c'est voilà, très régulièrement. Donc on a toujours un questionnaire, un QCM quelque part à remplir, à finir, ou alors des simus tous les 6 mois pour faire un gros refresh.
Est-ce qu'il reste encore des actions manuelles lorsque vous pilotez? Et si oui, quelles sont-elles? Plus beaucoup, mais on essaye quand même de piloter de façon manuelle, le plus possible. L'Airbus, c'est compliqué parce que ça reste un avion très automatisé. C'est un avion, on ressent pas du tout le mouvement, la force qu'on va appliquer dans le manche. Donc c'est vraiment des petites impulsions. Il est, heu, il est auto-trimé, donc c'est-à-dire que c'est un avion qui va se compenser tout seul. On n'a pas besoin d'appliquer de force supplémentaire parce que, toutes les petites impulsions vont se compenser naturellement, enfin électriquement, mais on n'a rien à faire dessus. Donc l'Airbus, c'est quand même un avion assez, il y a un mini-manche, il y a plein de petites impulsions électriques, donc c'est vrai qu'on ressent pas autant qu'un petit avion ou qu'un Boeing, les effets de nos commandes sur l'avion. Après voilà, on trouve quand même le moyen de piloter manuellement en enlevant les systèmes, d'aide, au pilotage pour qu'on puisse quand même, voilà, continuer à piloter aussi. Et c'est vrai qu'on peut voir parfois des différences entre, notamment enfin moi je le ressens beaucoup plus à l'atterrissage où en fonction d'un pilote ou d'un autre, on se sent plus ou moins balancé. Alors est-ce que c'est véritablement le pilote qui fait qu'il y a ce décalage-là ou c'est parce que je suis dans un avion différent, parce que la piste elle est différente? Il y a il y a il y a 1 000 000 de, de faits. Non, vraiment pas. C'est la piste, l'aérologie autour de cette piste. La grande invention, de nos ingénieurs, c'est de mettre des parkings en bout de piste. Donc, pour peu qu'il fasse un peu chaud, on a tout de suite des thermiques juste avant d'atterrir. Donc là, ça voilà, ça nous fout en l'air le l'atterrissage. Donc c'est, non, il y a énormément de facteurs qui interviennent pour l'atterrissage. Quoi qu'il en soit, si, il n'est pas safe, sécurisant pour tout le monde, ce sera une remise de gaz, initiée soit par le pilote lui-même, soit par, celui qui monitore tous les paramètres de vol pour, retenter une deuxième fois d'atterrir dans des conditions plus sécuritaires. Mais voilà, il y a 1 000 000 de possibilités qui fait que l'avion s'est posé de telle façon, plutôt qu'une autre. Donc là, on est dans une période un peu particulière, on est dans cette, période de confinement donc j'imagine que ça fait un petit moment que enfin d'ailleurs je ne sais pas si vous continuez à voler? Non, 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 on a arrêté les vols il y a 1 mois, tout pile, quasiment. Et donc là, ça fait un mois que vous n'avez pas volé. Donc pour des pilotes dans votre situation, comment ça se passe ensuite pour revoler? Est-ce qu'il va falloir aussi vous enfin, ouais, comment ça se passe tout Oui, simplement? il y aura un réentraînement, ouais. Concernant notre compagnie, il nous faut, un minimum d'expérience récente de 45 jours, qui est plus restrictif que le minimum, européen, qui est 90 jours, si je me trompe pas. 45 jours et on doit avoir, 6 secteurs. Donc, un secteur dans notre jargon, c'est un vol. Par exemple, un Genève-Orly, c'est un secteur. Donc il nous faut 6 secteurs, donc 6 vols, peu importe leur durée, dans un minimum de 45 jours. Que visiblement nous, on n'aura pas si on Ouais. continue comme ça. Du coup, faudra très certainement repasser au simulateur. D'accord, donc après on repasse en simulateur pour pouvoir à nouveau, accumuler, cette expérience-là qui est nécessaire pour revoler, c'est C'est ça? ça, voilà. Après, je préfère aussi ne pas m'avancer parce que peut-être qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées, qui fait que, on pourra s'affranchir de cette restriction, repasser, au minimum de l'EASA, enfin le minimum européen. Je pense pas que ce soit le vœu de la compagnie puisqu'elle veut rester aussi très, du côté très safe. Mais voilà, c'est une solution parmi tant d'autres. Il y a aussi le fait de prendre un avion à vide, sans passagers et de faire ces fameux tours de piste, ces fameux vols, sans personne. Donc voilà, il y a des solutions et pour l'instant, je sais pas trop, ce que la compagnie nous a préparé. Mais effectivement, on reprendra pas le vol, avec passagers, alors que ça fait 2 mois qu'on n'aura pas volé. Il nous faudra un minimum de réentraînement. Et ensuite, en termes d'évolution de carrière, parce que tout à l'heure, vous avez cité du coup donc les différents niveaux en tant que copilote et après le commandant de bord.
commandant de bord instructeur. Quelle est la perspective de carrière pour justement un pilote de ligne? Bah, l'évolution naturelle, c'est une fois qu'on est copilote, de passer commandant de bord. Après, tous les copilotes ne passent pas commandant de bord pour question de choix, d'aspiration personnelle ou voilà, des choses qu'ils ont fait dans leur carrière qui resteront comme copilote. Mais ça a aucun impact sur notre façon de piloter. Voilà, c'est juste une question de responsabilité dans l'avion et de salaire éventuellement aussi. Mais voilà, la progression normale, je dirais, ce sera de passer commandant de bord. Après, il y a plein d'autres alternatives, possibilités. On peut être instructeur au simu, on peut être instructeur en vol, on peut être... voilà, prendre des responsabilités au niveau du management. On a un chef pilote, par exemple, qui chapeaute tous les pilotes, qui est lui-même pilote. Donc voilà, ça peut être une perspective si on est intéressé. Après voilà, ça fait beaucoup d'administratifs, donc c'est peut-être pas forcément l'envie de chacun, mais voilà, il y a de quoi faire. Et justement, sur les différents vols que vous avez eus précédemment, est-ce qu'il y a eu une expérience en particulier qui vous a marqué parce que c'était une situation qui était difficile? Alors, j'ai jamais eu à faire face à de grosses pannes ou des voyageurs extrêmement turbulents ou quoi que ce soit. Donc, pour ça, je suis assez chanceuse. Après, en tant que pilote, toutes ces séances de simulateur nous préparent à toutes les possibilités. Mais ouais, je me souviens d'un vol en particulier, c'était en Islande. Et j'ai expérimenté les illusions sensorielles. On en parle beaucoup parce que c'est un phénomène extrêmement dangereux en aéronautique. Et là, en l'occurrence, c'était un vol voilà, très calme, il neigeait et il ventait en Islande, donc c'est 90% de la météo là-bas. Donc on s'en inquiétait pas plus que ça. Mais là, c'était un vent qui créait un léger angle avec la piste. Allez, 15-20 degrés par rapport à la piste. Donc il était quasiment de face, mais légèrement provenant de la droite. Et puis le vent était extrêmement constant. Donc on avait une sensation voilà, de neige qui tombe de façon extrêmement régulière et avec un léger angle. Donc quand on est dans l'avion, on regarde ses instruments, on regarde dehors. Voilà, on a une différenciation des tâches qui est très précise. Mais ensuite au sol, on va venir se repérer avec les éléments extérieurs. On va regarder les lignes de taxiway pour pouvoir se diriger. Et là, le fait d'avoir cette neige extrêmement constante qui venait d'un côté, on avait tout naturellement envie de suivre cette neige-là. Et en fait, si on l'avait suivie, on serait parti hors de la piste, quoi. Donc c'était une illusion sensorielle qu'il a fallu combattre en regardant nos instruments pour garder voilà, le cap de la piste, bien confirmer la sortie du taxi, regarder les lignes, savoir où on était pour ensuite rouler de façon safe. Mais c'est vrai que quand on l'expérimente, on se dit waouh, c'est impressionnant. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et de manière générale, pour un pilote, alors même si ma question paraît très générique, mais qu'est-ce qui peut le faire le plus peur? Cette angoisse, elle peut être différente en fonction des personnes, que ce soit d'aller dans des pays où il y a des risques de se prendre des tirs, ou des pays avec des conditions météorologiques extrêmement dures. Après, voilà, c'est aussi l'intérêt d'être à 2 dans un cockpit, c'est de pouvoir, mitiger ces risques, évaluer si ce sont des vrais risques qui vont impacter, notre vie et celle de nos passagers. Parce qu'on n'est pas tout seul à réfléchir, on se dit aussi que voilà, on transporte des vies humaines. Donc s'il y a un risque qu'on ne peut pas quantifier et qui est trop grand, on préfère autant soit dérouter, soit aller ailleurs, soit ne pas partir en vol tout simplement pour éviter ce risque-là. Donc après, chacun a sa propre peur, j'imagine, mais c'est pour ça qu'on est deux et même plus si on compte les PNC, les hôtesses et les stewards, parce qu'on est ensemble, on est une équipe et on essaye de mitiger ce problème-là tous ensemble. Est-ce que vous êtes aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure des formations, mais est-ce que vous êtes aussi suivi par un psychologue, un psychothérapeute, quelqu'un qui...
pour ces aspects parfois de peur, d'angoisse ou pour avoir un accompagnement Alors non, c'est pas obligatoire en tout cas. Après, chaque compagnie a sa cellule dédiée et ils nous invitent très fortement, si on ressent le besoin, d'aller parler à ces professionnels qui nous aideront au mieux. Et ensuite, voilà, il en va aussi à nous de notre responsabilité de ne pas partir en vol si jamais on a le moindre doute, le moindre souci. Il y a toujours une écoute bienveillante auprès de notre chef pilote, par exemple, qui est notre supérieur direct, ou d'autres personnes dans le management auxquelles on peut facilement parler. Donc voilà, après on n'a pas spécialement de suivi très particulier, notre responsabilité à chacun. Du coup, la troisième partie une autre partie plutôt du podcast, j'avais bien évidemment envie de parler des femmes pilotes de ligne puisque c'est votre cas. Donc, j'avais aussi que ça fasse l'objet de notre conversation. Donc, vous avez parlé de votre promotion lorsque vous étiez étudiante, que vous étiez 3 femmes dans votre promotion. Quand ensuite quand vous avez été diplômée, vous avez rejoint votre compagnie. Aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a la proportion de femmes? Est-ce que c'est aussi peu? Oui, mais le pourcentage est en constante augmentation, donc c'est un gros point positif. Bah, si je prends l'exemple d'Air France, par exemple, qui est quand même très représentatif parce que c'est une boîte énorme et c'est vrai qu'au niveau des chiffres, c'est très parlant. Ils ont un taux à 8,3%, très exactement, de femmes pilotes. L'année dernière, c'était à 8%, donc on a une légère augmentation. Donc voilà, c'est très, très encourageant. Après, voilà, il y a des campagnes qui sont menées dans d'autres compagnies pour essayer d'inciter les femmes pilotes voilà, à trouver un job en compagnie. Plein d'initiatives pour augmenter le nombre de femmes dans les cockpits. Donc voilà, ça progresse, mais c'est vrai qu'on est encore bien peu représenté. Et comment vous l'avez vécu d'abord lorsque vous étiez étudiante? Est-ce qu'avec vos collègues masculins, comment ça s'est passé Ça s'est toujours très bien passé. J'ai personnellement pas eu beaucoup de points négatifs du fait que j'étais une femme. Il y avait peut-être une ou deux réflexions, mais bon, je pense que c'était pas parce que c'était un homme qui m'avait dit ça, mais plutôt parce que voilà, il était pas très intelligent. Mais sinon, non, le reste des réactions a toujours été très 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 bienveillant. Donc de ce côté-là, j'ai eu assez de chance. Et avec votre recul aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui justifierait qu'il y a si peu de femmes finalement dans votre métier? Je dirais qu'on a malheureusement une espèce d'autocensure où on va se dire pilote de ligne, c'est peut-être pas pour moi, ou c'est pas un métier, c'est pas un métier pour les femmes, ou alors j'y arriverai pas, ou voilà, c'est un peu le même phénomène qu'on retrouve dans des carrières scientifiques, où on retrouve une proportion quasiment égale de filles-garçons en terminale S, par exemple, enfin en filière scientifique en tout cas, et ensuite dans les facs ou dans les établissements scientifiques, le chiffre des femmes tombe extrêmement bas. Enfin, j'ai fait une licence de maths et on n'était vraiment pas beaucoup sur un amphi de 200 personnes. Donc, rien que là, c'est une autocensure assez flagrante où toutes les femmes vont se réfugier en biologie ou dans d'autres matières qui sont plus genrées féminins. Et c'est un peu le même principe que, je pense, se passe en aéronautique où on voit sur une population de PPL, qui sont de, les pilotes privés. Donc c'est des licences d'avion pour voler de façon loisir. On a une proportion à 20% de femmes et cette proportion tombe à 10% pour des licences CPL, c'est les licences professionnelles. Donc c'est vraiment, on a une chute drastique du nombre de licenciés qui fait que ensuite on retrouve à peu près ce même nombre en compagnie, quoi, finalement. Vous avez parlé effectivement qu'il y a certaines compagnies qui mènent des actions pour féminiser justement la profession. Quelles sont vous les actions dont vous avez connaissance justement pour attirer plus de femmes?
Alors, je parlais avec la responsable mixité d'Air France, il y a pas si longtemps et elle m'expliquait que le fait de nommer les choses rendait l'action plus concrète. Par exemple, le recrutement des cadets, qui sont les personnes qui n'ont pas d'expérience, qui sortent de l'ENAC ou d'autres écoles qui, voilà, rentrent, de façon, enfin, sans expérience dans la compagnie ou dans n'importe quelle autre compagnie. On a toujours appelé ça le recrutement cadet. Là, ils ont inclus récemment le recrutement aussi des cadettes. Et donc rien que ça peut peut-être voilà, inciter les jeunes femmes à se lancer en se disant que bah oui, pourquoi pas, je vais être une cadette. Il y a plein d'actions qui sont menées. En France, on a une formidable association, c'est les femmes pilotes, qui font des meetings, qui sont sur les salons et des interventions dans les lycées pour, à travers différents mouvements, différentes associations pour, voilà, pour montrer un peu que l'aéronautique, c'est pas que pour les hommes, notamment la formation de pilote. Et du coup, j'ai une dernière question, Tiffaine. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier? Beaucoup de choses. C'est de voir les enfants regarder le cockpit avec grand intérêt quand on les invite et qu'on allume toutes les lumières. Ils sont toujours très, très contents. C'est de recevoir des messages sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui me disent ça y est, je me suis inscrite, merci beaucoup pour me reparler sur les salons. Ah, ça, c'est juste dingue. Je suis super contente. Et voilà, de voir un engouement et des jeunes dans cette belle profession. On a quand même le plus beau bureau du monde, que je suis toujours très contente quand les jeunes se lancent dans cette formation. Surtout les femmes, du coup. Bah, merci, Tiffaine, un grand merci d'avoir partagé cette expérience avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie pour l'invitation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous avez trouvé cette nouvelle conversation inspirante. Vous pouvez retrouver Tiffaine sur son compte Instagram @tif.pilote où elle partage de très belles photos de ce qu'elle appelle le plus beau bureau du monde. D'autre part, vous trouverez dans les notes quelques informations complémentaires, les études de Tiffaine, sa formation de pilote de ligne et aussi la QT, qualification de type Airbus A320, les illusions sensorielles dont Tiffaine a parlé, enfin quelques informations sur les actions en faveur de la mixité, notamment l'association Femmes Pilotes et un exemple de politique de mixité d'Air France. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager, à commenter pour donner un nouvel élan au podcast. À bientôt!